salut l'équipe. Bonsoir mon petit Tenchi. Bonsoir, comment allez-vous? Eh bah écoute, ça va nickel. Est-ce que tu m'entends nickel déjà? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout se passe bien? Écoutez, Cognac G, je vous entends parfaitement. Eh bah Et écoute, comme vous c'est pouvez constater, parfait. mes lunettes sont en place, tout va bien. Eh bah écoute, alors on est tout bon, donc tu es prêt pour la soirée. On va peut-être commencer par dire bonsoir à tout le monde. Salut Double Skin, salut Finn, salut Kuro, Tenchiro qui dit bonsoir. J'imagine que c'est toi, donc du coup je vous dis Je bonsoir m'imagine aussi. bien. C'est ça, salut Makin, salut Vic, salut Ariana Poppy, salut Ed, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode nouvel épisode de Contes et légendes du Japon. Alors comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, salut Dragon, où on avait parlé yokai, et salut Eliat, et salut Ludo, salut Malocoxy, salut tout le monde, salut à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment même. Donc comme je vous l'ai dit au dernier épisode de Contes et légendes du Japon, j'ai découvert grâce à Finn que l'ami Tenchi ici présent était un grand fan de yokai devant l'éternel. Est-ce que déjà tu confirmes? Je confirme tout à fait. Ça fait très très longtemps que je m'intéresse au sujet. Sur tous ces supports, et je pense que le film fait référence à mon appétit incommensurable pour les jeux de Yokai Watch également. Je pense que c'est surtout à ça et à ta collection de Yokai Watch assez incroyable. T'as Docteur Lapinou qui te dit un grand bonjour aussi directement à toi. Hein, il y a un hacker dans le chat, je le garde à l'œil. Ouais, t'as raison, garde-le à l'œil. Ouais. Le Tenchi, on peut pas lui faire confiance, quoi. Sans les Voilà, mains. c'est ça, Sans main les derrière mains. la tête, s'il te plaît. Donc du coup, ce soir, le petit programme de la soirée, c'est yokai, yokai et encore yokai. Du coup, on a sélectionné chacun 5 yokai qui nous ont bien tapé dans l'œil. Sans spoil, il y a quand même dans les yokai qu'on a choisis, certains des yokai les plus terribles de l'histoire du Japon avec des grands titres. Est-ce que tu peux Il nous y a faire un du petit vide. teasing? Voilà, il y a du Ouais. vilain. Il y a du gros vilain, oui. Eh ben écoute, coucou Rafale, hello Mister Tenchirok, bonsoir Lou Ardent, bienvenue, tirez-vous un siège, ça va commencer. Mon petit Tenchi, tu sais quoi? Étant donné Oui, que c'est ta première sur Contes et légendes du Japon, je oui. te propose d'ouvrir le bal avec ton premier yokai. Eh bien, on va partir immédiatement voir une vieille Vieille mamie mamie. qui s'appelle Hariogano. Alors, Arionago, excusez-moi. Donc, Arionago, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la femme, la femelle épingle, grosso modo. Ok. Elle vient de la région d'Uwajima, petite île, dans le département d'Eime, sur le Shikoku. Elle est connue pour avoir plusieurs noms. On peut l'appeler aussi la Noreonago, ça veut dire la femme mouillée, Ok. et Warae Onago, la femme qui rit. Comme quoi, les publications d'ici n'ont rien inventé. Oui. Voilà, Femme qui rit, à moitié mouillée, on est dans le thème. exactement. Je vous vois mais tellement, tellement venir avec vos blagues de beauf. Merci Hein. pour le hosting, docteur Lapinou. Et le pire, c'est que vous savez quoi? Tu sais quoi, mon petit Hugo? Dis-moi tout. Bah, t'as pas tout à fait tort. Vous avez même raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Vends-moi du rêve. Il y a une ville qui s'appelle Sakuraoka. Mhm. C'est une ville qui est dans le Joen. Et souvent, on entend parler de Harionago dans cette ville. Parce qu'il y a eu toute une histoire dans cette ville. Comment c'est l'histoire? Comme d'habitude dans les histoires de yokai, ça commence Mal. Par un la nuit. décès, La la nuit, nuit, il pleut, il y a des éclairs, c'est l'angoisse. c'est ça. Ça commence le soir. Donc il y a un jeune garçon du village de Yamaide qui se balade et qui passe dans ce village et qui croise une jolie jeune fille très mignonne. Et en plus de ça, la jeune fille le regarde mais avec une grande insistance. Soir de chance. Donc tu vois, voilà, le mec il sent qu'il y a moyen, il y a quelque chose. Et elle le regarde en plus avec un petit sourire bien bien malicieux. Donc il est un peu surpris, tu vois, parce qu'il n'a pas l'habitude. Et l'expression de la nana, il faut savoir qu'à cette époque-là, généralement, c'est pas les nanas qui draguent les mecs, Oui. hein, ça se passe pas comme ça. Hein. Donc, ça a de quoi le désarçonner un petit peu, et il trouve ça, voilà, ça le met un peu mal à l'aise. Mais quand même, elle est super, super mignonne. Oui, donc il se dit, au diable l'avarice, je tente. C'est ça. Au minimum, il lui rend son sourire, tu vois, il lui fait un petit sourire, lui à son tour. Et là, c'est le drame. Bien mal lui ont pris.
Parce qu'au moment même où il lui rend son sourire, la fille se jette littéralement sur lui. Le mec Mais a un pas dans le pouvoir de bon sens, séduction. j'imagine. Over 9000. Pardon? Dans le bon sens du terme, elle se jette sur lui? Pas tout à fait. Ok. Pas tout à fait. Alors, en même temps qu'elle se jette sur lui, Dans le chat, on nous il dit y a- elle veut le bouffer. Oui, je pense qu'elle va le bouffer corps et âme et qu'il va y passer. On y vient. On va voir. Au moment où elle saute sur lui, il y a ses cheveux qui étaient bien coiffés, bien peignés, qui commencent à se défaire. Et elle a une crinière hirsute qui se lâche, des cheveux qui partent dans tous les sens. Évidemment, le garçon, il commence à flipper léger. Il prend ses jambes à son cou, il se tire, il arrive à courir jusqu'à chez lui. Il saute dans sa maison, il claque la porte en bois et il se planque derrière la porte comme ça en tremblant jusqu'à l'aube. Ok. Et il entend un peu de bruit dehors, mais pas grand-chose. Donc imagine que le mec, il est resté Ouais, toute la nuit comme ça. calfeutré pendant toute la nuit. Voilà. Au matin, il a enfin le courage de sortir. Il sort, il regarde les environs, il n'y a rien, c'est calme. Donc il est un peu soulagé, ça va. Il se retourne, il ferme la porte de sa maison, et là il voit sur la porte de la maison des centaines de milliers de taillades, comme si on avait attaqué la porte au couteau toute la nuit. Cool. Et en fait, il se rend compte que le bois a été lacéré par les cheveux de la nana. D'accord. Donc t'imagines que la nana, potentiellement, elle te transforme en kebab. C'est ça, oui. Haché fin. Voilà. Haché, mais super fin. Donc, il va au village, il va raconter ce qui s'est passé. Et les habitants, ils sont quand même magiques, les habitants, parce qu'ils se disent, bon, on va en tirer 2 leçons cette histoire. Ouais, même Si plus. on se fait poursuivre par une Ali Onago, faut qu'on se mette dans un endroit qui est fermé. Déjà, Ouais. merci Captain Obvious. Jusque-là, on y va. Et, ouais. Il y a Lou Après, Ardent ce qui qu'il nous faut demande se si la deuxième leçon, c'est d'utiliser L'Oréal. Ah non, c'est bien mieux la deuxième leçon. T'inquiète, t'es sur la voie quand même. Déjà, de base, je sais pas si tu visualises, à cette période, les maisons au Japon, généralement, c'est des portes coulissantes en papier. Oui. Donc, généralement, ça tient pas le truc. Donc, bien fermer les volets en bois. Bon, déjà, les mecs sont hyper confiants dans le genre humain, ils sont les pros de la réaction proportionnée, ils disent, bon, on se fait poursuivre par un démon qui peut nous trancher en morceaux, nous faire un carpaccio. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste fermer le volet. Jusque-là, C'est tout une va bien. mesure comme une autre, ouais. Ensuite, la deuxième grande leçon, c'est il faut se méfier des femmes qui vous sourient. Oui. Oui. Ouais. Ils ont une tueuse avec des cheveux en couteau et la première chose qu'ils se disent, c'est fais gaffe aux meufs qui te sourient. Quoi. C'est gaffe. Attention. Puis surtout aussi, méfie-toi des femmes sinistres qui paraissent un peu folles, tu sais, genre les Cat Lady dans les Simpsons. Ouais. Faut éviter. Parce que si tu lui rends le sourire, elle va te poursuivre de ses assiduités. Alors, pour ceux qui sont arrêtés au vocabulaire niveau CM2, poursuivre de ses assiduités, ça veut dire se faire ken à répétition Mais en t'enfermant dans une cave. Nous avons un public de qualité, Denji, voyons. Ah, quand même, voilà. Donc, si on parle de remake de Misery basé sur un syndrome de Stockholm, vous suivez tous, quoi. T'inquiète, on y est tous, quoi. Très bien. Donc, voilà. Donc là encore, je dis, méfiez-vous de la personne où effectivement, ça va sans dire. Mais en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont réussi à trouver la parade Coucou. à l'attaque de Leonago. Il y a une Ok. technique qui existe, assez simple, mais qui fonctionne, qui permet d'éviter de te faire attaquer. Alors, à ton avis, c'est quoi, mon cher Hugo? Pour les cheveux, je me dis que à l'époque, je me dis si jamais ils ont peur d'une meuf avec les cheveux longs, autant demander à toutes les femmes de porter les cheveux courts, C'est beaucoup plus simple que ça. de les forcer à porter un bonnet. Ça aurait pu. Non, en fait, c'est tout con. En fait, quand elle t'attaque, il suffit de lui crier très fort et très fermement à la gueule « Fous-moi la paix !» Et elle D'accord. disparaît immédiatement. Donc elle passe de complètement terrifiant à oh en fait ça va, je vais juste de dire allez arrête, c'est bon tu m'as gonflé. C'est ça. Mais c'est moi, il n'y a que moi où moi je sens une forte impression que cette légende sur ce yokai-là, elle sent très très fort le vécu. Légèrement. Tu Ouais. le sens
le mec qui a inventé la légende parce qu'il a eu des problèmes. Et parce qu'il voulait que le fait de dire à sa femme fous-moi la paix, ça devienne une règle écrite, quoi. Ça fonctionne. Tac, elle C'est ça, disparaît hop, immédiatement. c'est fait, elle a disparu, merci d'être venu, quoi. Du Alors je génie. sens qu'on va se faire lyncher sur le chat déjà. De base, avec cette remarque. Donc, t'as Lady qui nous Donc, dit shipper, arrête de shipper. T'as Natwell qui fait une c'est blague misogyne exactement as ça. fuck en disant retourne à la cuisine. Natwell, je ne valide pas, mais je rigole beaucoup intérieurement. Et qu'est-ce qu'on a Alors, d'autre? Ah, t'avais Wave Rafale qui nous proposait. Oh, elles sont toutes obligées de se faire un chignon. Mais non, du coup, il faut leur ouais, gueuler mais dessus ça fermement. marche pas, parce que si tu te souviens, elle était coiffée, en fait. Ouais. Donc même si c'est Oui, coiffé, donc c'est vrai ça que ça se fonctionne. défait. Et voilà. Alors, pour résumer, Alionago, elle a des capacités qui sont assez sympathiques, hein. Donc, ses cheveux peuvent vous transformer en steak tartare. Ils peuvent aussi vous crocheter les vêtements et vous saisir sans que vous puissiez vous libérer, quelle que soit votre force physique. Ok. Elle vous tient, elle vous lâche plus. Mais voilà, cela dit, si on lui crée dessus, elle s'en Sur va. lui d'arrêter. Honnêtement, il y a pire au niveau dangerosité. Honnêtement, ça va. Au final, c'est comme les capas qui sont des trucs qui peuvent te bouffer entièrement, te déchiqueter, te noyer. Mais à partir du moment où tu leur fais un petit salut, eh ben, vu qu'ils sont extrêmement polis, ils te saluent aussi. Et toute l'eau qu'ils ont dans la tête s'en va. Et hop, plus de pouvoir magique, quoi. Donc c'est C'est quand même ça. des moyens assez simples de niquer des yokai qui sont quand même d'une force assez badass. Eh ben écoute, mon C'est petit exactement Tenchi, ça. moi je poursuis avec une demoiselle qui s'appelle Oiwa, qui a inspiré beaucoup de personnages actuels. Si jamais vous avez vu The Ring et que vous voyez une dame en robe blanche avec des cheveux noirs un peu gras, eh ben, ça vient de là. C'est aussi un fantôme qui est extrêmement connu au Japon parce qu'elle est suivie, mais par des malédictions incroyables. C'est-à-dire que depuis l'avènement du cinéma et du théâtre, à chaque fois que quelqu'un joue son rôle et que ça a un peu de succès, généralement, il y a une merde qui frappe la production, une merde qui frappe l'acteur, la famille de l'acteur. On dit que c'est beaucoup de superstitions comme porter du verre au théâtre, mais apparemment, jouer le rôle de cette demoiselle, ça porte vraiment la poisse. Alors, C'est pour vous... fou. C'est faux, tu dis? Non, c'est fou. J'ai dit Ah c'est ouais, fou. merci, je préfère, j'allais dire, tu veux la bagarre? Ah non, 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 je ne me permettrai pas, voyons. Alors, faut savoir que cette personne, c'est une personne qui a réellement existé, en fait. Donc, du coup, toute sa vie est vraie. C'est toute la suite qui fait partie de la légende. Donc, elle est morte en 1636. Et donc, son histoire commence dans les années 1600. Elle est mariée avec un samouraï qui s'appelle Yeon. Mais c'est pas franchement le mariage du siècle, quoi. Yeon, c'est un gaspilleur, il a les poches percées, il dépense toute la thune du couple. C'est un voleur. Et Oiwa, elle en peut plus. Elle en peut vraiment plus. Donc elle décide de quitter ce Yeon et de retourner à la maison de son père et de se planquer chez son père. Sauf que donc du coup, Yeon, son mari, rentre à la maison, il ne la trouve pas, il se dit c'est une blague, il va direct chez son beau-père. Le beau-père l'attend sur le chemin en disant tu ne passeras pas, il est hors de question que tu te remettes avec ma fille. Excusez-moi, je réalise que j'ai oublié de vous montrer la tête qu'elle a. Voilà la bestiole. Donc tu ne toucheras plus ma fille, c'est hors de question, rentre chez toi, je vais faire prononcer le divorce. Yeon, en grand gentleman qu'il est, décide de décapiter le beau-père, retourne chercher sa femme, va voir sa femme, et à sa femme, il lui dit ma chérie, je suis désolé, des brigands ont attaqué ton père sur la route, je venais pour te chercher, je suis tombé sur son cadavre, je sais pas ce qu'on doit faire, quoi. Donc du coup, il lui dit pardonne-moi, et en échange de ton pardon, je te promets que je vengerai ton père. Oiwa, malheureusement, elle retombe dans ses filets, elle repart avec lui, et quelques temps plus tard, elle tombe enceinte. Et elle donne un fils. Sauf que il n'y a pas beaucoup d'argent, les temps sont difficiles, et Oiwa est super malade après l'accouchement. Donc Yeon, il fait la gueule parce que ça lui coûte de la thune en médecin, ce qui l'énerve particulièrement. Et en plus de ça, son fils finit par mourir 3 semaines après l'accouchement. Donc pareil, il est vert. Il se dit que tout ça c'est la faute de sa femme, que c'est pas de sa faute à lui, et que du coup c'est une mauvaise épouse. Juste à côté de chez lui vit un médecin, Ito Kihei, qui est café d'argent et qui a une magnifique petite fille nommée Ume. Sauf qu'on ne sait absolument pas pourquoi, et Ume finit par tomber fou amoureux de Yeon. Sûrement l'instinct de les bad boys, c'est quand même les plus cool. Donc du coup, elle tombe fou amoureux de son voisin Yeon, qui est un gros enfoiré, et attention le level de badassitude du médecin, elle dit à son grand-père, papy, je veux épouser cet homme, mais il est marié. Et le médecin dit, bon écoute ma chérie, t'inquiète, on va régler ça. Je vais aller m'occuper d'elle en disant que c'est à titre gracieux parce que c'est ma voisine, et je vais en profiter pour l'empoisonner. Donc le médecin va voir Oiwa, lui pose des onguents sur le front,
Sauf que, bah, pas de bol, les onguents, ça la tue pas, juste ça la défigure complètement. Ça lui arrache complètement tout le visage, et c'est l'enfer absolu. Elle souffre encore plus, rien ne se passe, c'est l'enfer, elle meurt pas. Donc du coup, bah, Yeon, en grand gentleman encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de payer un de ses meilleurs potes pour qu'il aille violer Oiwa en disant, bah écoute, vous voyez, elle m'a été infidèle, elle a couché avec mon meilleur ami, donc du coup, je mérite le divorce. Du coup, son meilleur pote va pour la violer, mais au milieu de la nuit, il voit le visage de la femme, il panique tellement qu'il n'y arrive pas, et qu'il lui explique toute la situation. Et il lui donne un miroir en lui disant, regarde à quoi tu ressembles, parce que Oiwa s'était jamais vu. Et elle voit son visage, et elle a le cerveau qui fond, quoi. Elle en peut vraiment plus, elle devient folle, elle attrape le katana du pote de son mari, et direct dans la gorge, et elle s'effondre. Du coup, le lendemain, bah, son mari, il trouve le corps, il se dit, oh, oh, parfait, j'ai rien à faire, elle est morte, je peux me remarier. Il se remarie avec Oumé, tout se passe bien pendant un an et demi, la vie est belle, fiançailles, etc., etc. Puis arrive le mariage. Le jour du mariage, la fête est absolument sublime, tout se passe bien, les jeunes mariés vont dans la chambre, nuit de noces impeccable, sauf qu'au milieu de la nuit, d'un coup, Yemon, donc l'ancien mari de Oya, il sent comme un courant d'air froid, il sait pas ce que c'est, il panique un peu, il se retourne, et ce qu'il voit, c'est à côté de lui le visage de Oiwa, donc cette tête-là, allongée sur le lit à côté de lui, comme ça, en train de le regarder avec un grand sourire. Donc là, panique totale, attrapage de katana, sashimi, et d'un coup, pouf, le visage disparaît, il se rend compte que en fait, c'était Oumé, c'était sa jeune femme à côté de lui, et pas du tout Oiwa, et qu'il avait juste complètement rêvé. Donc, il panique, il part en courant, et arrivé devant la maison du père, il se panique, il sort en courant, donc il va à la chambre d'à côté en train d'aller chercher son beau-père en disant faites quelque chose, faites quelque chose. Et quand il arrive à côté, qu'est-ce qu'il voit? C'est Oiwa qui lui ouvre, donc du coup, là pareil, il ressort le katana, il coupe en deux. Sauf que, bah, pas de bol, c'était son beau-père. Donc du coup, il a buté sa femme, son beau-père en pensant que c'était Oiwa. Du coup, il décide de partir, il en peut plus, il devient complètement fou. Salut Helen. Il devient complètement fou, il finit dans la rue en tant que mendiant. Un jour, il y a un prêtre qui passe à côté de lui, pareil, et il est persuadé de voir Oiwa. Sauf que, bah, du coup, il essaye de tuer le prêtre. Le prêtre l'éclate à coups de bâton, et il finit par mourir seul, caché dans une cabane isolée, au fin fond de la montagne. Et il sera hanté par le fantôme de Oiwa jusqu'à la fin de sa vie. Et il a sombré dans la folie la plus totale, ne sachant plus faire la différence entre réalité et imagination. Et il a fini fou dans sa cabane par se faire ses poucous. Voilà. En même temps, il l'a totalement mérité. Ah, je vais pas verser une vraiment. seule larme sur lui, quoi. Alors là, Voilà. Par contre, je sais pas si tu as vu sur le chat, il y a Laïli qui nous dis-moi donne tout. un truc très intéressant. Elle nous dit qu'en fait, la malédiction sur les actrices, Ouais. ça vient du fait que les costumes, la manière de faire les costumes était faite avec des produits toxiques et ça finissait par les rendre malades. Ah, et donc du coup, c'est de là que viendrait la légende. Ça viendrait de là, en fait. Et ce qui n'est pas idiot comme explication. Pour le verre? Donc, je connaissais pas cette Moi non histoire-là, plus. mais c'est vrai que c'est pas du tout idiot. C'est Non, vraiment pas super mal. cool, ouais. De dire que c'est le verre venait d'une teinture qui était sûrement toxique et que du coup, tous les artistes tombaient les uns après les autres. Ouais, effectivement, bonne explication. Eh ben mon petit Tenchi, je te propose de te rendre la main et d'enchaîner avec un nouveau yokai. Mais est-ce que je peux te demander de faire le numéro 3 avant le numéro 2 ou pas du tout? Parce que je réalise que vu que c'est toi qui as Alors, commencé, et je n'ai pas fait le papa de la demoiselle dont tu vas parler. ah, bon, bah fais-le. Ah bah On fait alors comme écoute, ça. faisons comme ça, en avant. Parce que là, Alors, sinon, tu me splits à ma transition. c'est pour ça que je te demandais, ouais. Alors, on va enchaîner tout de suite avec ce monsieur qui, comme vous pouvez le voir, on a très envie de l'inviter à sa prochaine fête de famille. Il s'appelle Taira no Masakado. Non, Ce qu'il est, c'est oui, qu'il prend pas Masakado. trop de place. Non, l'avantage, c'est qu'il Mais il vient en format pocket. Puis en plus, il se déplace dans les airs et tout. C'est assez génialissime comme bestiole, quoi. Le vert au Moyen-Âge était la couleur la plus difficile à obtenir en teinture. Oui, sûrement, Hélène. Je veux bien te croire. Il lui manque pas le corps. Oui, il lui manque le corps. Il a été raccourci version Louis XVI, ce monsieur. Donc, Taira no Masakado, pareil, c'est un personnage réel qui vient de la période Heian. C'était un puissant guerrier, c'était un dirigeant né. Il a vécu, il est né au fin des années 1800, début années 1900. On est
pas super sûr, et son esprit entrait encore le Japon aujourd'hui, quoi. Donc le mec, c'est pas la moitié d'un tocard. Alors, tout commence. À la base, Tainam no Makano, il est né dans une très grande famille. C'est un très grand clan, c'est une famille d'élite, c'est la noblesse ultime du Japon. Il a une enfance privilégiée à la capitale, il est formé aux arts de la guerre, c'est un lettré, c'est enfin tout ce que le Japon peut fournir de mieux à l'époque. Les problèmes commencent juste après la mort de son père. À l'époque, il faut savoir que les textes de loi sur les héritages, c'est pas franchement ça. Donc du coup, quand son père meurt, eh ben, tous ses oncles décident de dire ouais, en fait, c'est nous qui héritons, c'est pas toi. C'est vachement plus logique parce qu'on est frères alors que toi, t'es que le fils. Donc vaut mieux que ce soyons nous qui héritons. Donc du coup, bah, il se dit que c'est l'heure de... Alors il y a Elon qui demande si c'est une cigarette électronique, PA. Est-ce que tu peux, mon petit Denchi, est-ce que tu peux leur dire ce que c'est? J'étais Parce en que je train sais de que lui c'est un répondre truc... sur le Ah chat. voilà, mais vas-y, réponds donc à J'étais en haute train de lui voix. répondre sur le chat pour pas t'interrompre dans Vas-y, ta vas-y, histoire. vas-y. Ceci est une pipe traditionnelle que je ne fume absolument pas parce que nous avons des lois régies par le CSA qui me font que je ne fume pas à l'écran. C'est juste pour le style et parce que je l'aime bien, c'est ma pipe spéciale yokai. Vous allez la voir, attendez, il faut que je cadre avec l'image. Fais-moi la netteté, Je petite pense que tu vas caméra. avoir la netteté sur ta tête parce que c'est trop fin. Ouais, alors, si vous le devinez peut-être pas, mais c'est Ah, un on voit un magnifique crâne. crâne. Ouais. Voilà, donc je l'aime bien, cette petite Ça fait un petit pipe japonaise. style. Puis comme en train de raconter des histoires quelque C'est part cela. au Tout coin à du fait. feu de l'écran, je trouve que c'est fort approprié. Exactement. Donc continue mon cher ami, Mais continue. alors, je vais continuer à te divertir. Donc, du coup, ses oncles décident de lui spoiler toutes ses terres. Sauf que Masakado, c'est pas une petite pleureuse. Il décide de lever une armée et il roule sur tous ses oncles, les uns après les autres. Tous. Ta, 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 il les enchaîne. Et il décide aussi de cramer toutes leurs terres et de dézinguer toute leur famille parce qu'ils avaient qu'à pas se rebeller. Donc, du coup, il en éradique la moitié. Il reste qu'une partie de sa famille qui n'est pas encore complètement éradiquée et il décide de se marier avec sa grande cousine et hop, au moins il récupère la dernière terre. Ça y est, il est à la tête de tout ce que son père lui a légué. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que bah, il est convoqué par le tribunal de l'époque pour répondre aux accusations parce que bah, tous les gens qu'il a dézingués, ses oncles, bah, c'était quand même pas n'importe qui. C'est tous plus ou moins issus de la famille royale par ricochet. Donc du coup, Impérial, mon ami, impérial. impérial, pardon. Oui, impérial, tout à Et fait. oui. De la famille impériale. Donc, du coup, concrètement, ça fait vraiment beaucoup de bruit, quoi. Il arrive au tribunal, sauf que en plus d'être particulièrement courageux et doué au combat, c'est aussi un mec plutôt brillant. Et tous les meurtres qu'il a commis, il les a commis dans la légalité, en faisant toujours en sorte que l'autre en face attaque en premier et qu'il y ait toujours un témoin neutre qui soit là pour regarder. Donc en fait, du coup, après un mois de procès, il est lavé de tout soupçon, il repart, il est chez lui, il est sur ses terres, tout va bien, quoi. La vie est belle. Sauf qu'il rentre chez lui, et cette fois-ci, c'est son beau-père qui l'attaque. Parce qu'il décide que sa fille ne peut pas être mariée à ça et qu'il vaut mieux qu'il récupère les terres lui. Pareil, rebelote. Sauf que cette fois-ci, il appelle l'empereur et lui dit écoute, voici ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir un mandat d'arrestation pour ce mec qui est en train d'essayer de me spoiler de mes terres? L'empereur dit oui. Voilà, il roule sur absolument toute la belle famille. Pareil, il récupère toutes ses terres, il agrandit son domaine en bouffant la province voisine. C'est le pied, il est encore convoqué par le tribunal, il monte son ordre de mandat, tout va bien. Sauf qu'en fait, à force de faire ça, il finit par conquérir 17 provinces voisines. Donc le mec règne maintenant sur un quart du Japon de façon entièrement légale et sur ordre de l'empereur. Sauf que, bah, en fait, le problème, c'est que quand il envahissait une terre, il dézinguait toute la noblesse et il traitait vachement mieux les paysans. Il les payait plus, il leur laissait plus de terres. Donc du coup, en fait, toutes les provinces conquises étaient ravies. Et les provinces d'à côté commençaient à demander à se faire envahir, en fait. Voilà. Donc l'empereur, Miquette, il se dit que c'est pas franchement le moment que ça arrive parce qu'il aimerait bien garder son trône parce que bah, il y est bien en tant qu'empereur, quoi. Et donc du coup, bah, l'empereur décide que c'en est trop, quoi. Il le fait dézinguer. Mais complètement. C'est-à-dire qu'il envoie toute l'armée impériale, il le prend en tenaille en l'appelant encore une fois au tribunal, et sur le chemin, tchac, il le décapite. Et en plus de ça, il ramène la tête de Masakado à Kyoto, et il la fait mettre dans une jolie boîte, dans une grille à l'entrée de la ville, pour que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas se rebeller. Sauf que, après 6 mois, la tête
elle n'a pas une once de pourriture. Elle est nickel, comme au premier jour. Et nuit après nuit, il y a un sourire qui se dessine sur la tête. C'est-à-dire que la tête se met à sourire et les yeux commencent à vriller un peu en mode grand ouvert et un peu fada, comme vous le voyez sur la photo juste en dessous, quoi. Alors ça, les enfants, vous verrez que le corps qui pourrit pas, c'est un grand signe de yokaïsation. Ça sent mauvais. Ça Ouais, sent ça très sent mauvais, mauvais. ouais. Ça me rappelle l'histoire qui est devenue du maître du monde sans le faire exprès. Sauf que lui, il le faisait exprès, quoi. Il le cherchait vraiment, quoi. Le mec conquis le Japon sans faire exprès. Oui, à coup, c'est ça. Et donc, du coup, la tête pourrit pas, jusqu'un jour où elle se met même à parler, en disant: où est mon corps assassiné? Où est mon corps assassiné? Vous avez intérêt à revenir ici et attacher à nouveau mon corps à ma tête pour que je puisse me battre et défendre mon honneur. Les gens se disent qu'ils ont rêvé, sauf que ça commence à se répéter nuit après nuit, après nuit, après nuit. Donc l'empereur décide d'aller faire décrocher la tête parce que c'en est trop. Sauf qu'au moment où ils vont décrocher la tête elle se met à briller et fou, décollage dans le ciel. Elle finit par tomber dans une petite province où les paysans qui étaient d'une ancienne terre conquise reconnaissent la tête du seigneur et donc la prennent, l'enterrent, lui font un joli temple et se mettent à prier en fait la tête de Masakado. Tout se passe très bien, la province est absolument magnifique, tout est génial, sauf que, encore une fois, 20 ans plus tard, l'empereur vient visiter la province et il décide que c'est absolument scandaleux de déifier un mec qu'il a fait décapiter, donc du coup, il demande à détruire le temple avant d'arriver dans la ville. Ce qui fait, le jour où l'empereur arrive dans la ville, tremblement de terre, tout est rasé. Ça c'est fait. Donc du coup, il se dit qu'il y a peut-être une petite malédiction, mais il se dit que non, c'est sûrement du hasard. Du coup, le petit monticule qu'ils avaient fabriqué pour remettre la tête dedans un peu plus loin, eh ben, l'empereur le fait détruire aussi. 2 jours après, c'est la peste. Donc du coup, là, l'empereur, il se dit, ok, j'ai peut-être merdé, peut-être que Jackie, il fallait le laisser dans son tombeau. On va le remettre proprement. Ils lui refont une cérémonie avec les honneurs. Tout se passe bien, mais bon, l'empereur finit par tomber malade et mourir, parce qu'il faut quand même pas déconner non plus. Et depuis, cette légende et cette inquiétude que Masakado puisse vous pourrir la vie, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des accidents, des incendies et des maladies qui lui sont attribués. Et en plus de ça, et aujourd'hui, il faut vraiment pas se fâcher avec, quoi. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision qui vont encore de prier et j'allais dire, faire des petites offrandes à la statue de Masakado avant de diffuser des films, des reportages ou des téléfilms sur sa vie pour être sûr de ne pas le vexer. En mode genre, on va diffuser un film ce soir à 20 h sur la chaîne nationale, c'est toi le personnage principal, on t'a traité avec le plus de respect possible, voilà un peu d'encens, s'il te plaît ne me tue pas. Et moi ça c'est un truc que j'adore dans les yokai, c'est que même encore aujourd'hui c'est là, quoi. C'est assez marrant, on y reviendra en toute fin d'émission, mais tu auras l'explication à pourquoi. Parce qu'il y a une raison pour Au laquelle fait les que les chaînes de yokai sont télévision... encore... Non, non, au fait que les chaînes de télévision font ça. En Ah, fait, il y a une petite anecdote qui bah vas-y, explique le pourquoi du comment. vas-y, Bah vas-y. non, Ah, tu spoil c'est- sinon? et je spoil un peu. Je spoil un Alors peu, ne donc je vais divulgachons utiliser, pas, ne divulgachons pas. on va utiliser un smoke screen niveau 38. Tiens, je vais te faire c'est Masakado, Ouais, c'est ça, Masakado. Masakado, qui va réclamer son corps en version théâtre no. Attention, performance. Ore no karada wa doko desu ka? Voilà, imaginez d'entendre ça toute la Oui, nuit. mon corps, ouais. Toute la nuit hein, sous ta fenêtre, là. Ouh, ouh, ouh. Le petit flipasse, quoi. Moi, je la laisse se renvoler la tête, quoi. Eh ben, Est-ce mon que petit tu veux Tenchi. qu'on enchaîne sur la Ouais, vas-y. descendance de cette personne? Et Parce du que coup, non voilà, seulement le exactement. yokai, il a de la famille. Et pas n'importe quelle famille, quoi. Ah non, ah non, 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 non. Parce que, effectivement, Thailand no Masakado a eu plusieurs enfants, il a une grande famille, Mhm. mais Salut le Minotaure. vu qu'il a, comme Hugo vous l'a expliqué, vu qu'il a trahi l'empereur, tout ça, une fois que la rébellion a été écrasée, fatalement, la cour impériale
à prononcer la sentence habituelle, c'est-à-dire l'exécution de toute la famille. Sinon, c'est pas drôle. Faut pas qu'il y ait de descendants. Et dans ses enfants, il y en a 2 qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à s'enfuir. Il y a Yoshikado et Satsuki Hime, la princesse Satsuki. Alors, on ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à s'en sortir. Ils sont allés se planquer dans un temple qui était au pied du mont Tsukuba. Ils y sont restés des années sans sortir, à tel point que Satsuki a fini par se faire nonne dans ce temple. Son frère, lui, la religion, ça l'intéressait pas des masses, donc il a commencé à traîner dans la montagne en se faisant passer pour un samouraï. Il avait un petit peu hérité du côté guerrier et le côté noble, classe, éducation, etc. Voilà. Alors, il n'est pas officiellement samouraï, c'est même pas un ronin, mais quand il rencontrait les gens, il disait qu'il était samouraï. Donc, un jour, en se baladant dans sa montagne, il rencontre un mystérieux sorcier qui s'appelle Nikushisen. Et le sorcier le prend à part et lui dit « Écoute, tu es le descendant de Taira no Masakado, je t'ai reconnu. Tiens, ça c'est ton héritage. » Et il lui donne un rouleau, un parchemin, qui contient les secrets de la magie des grenouilles. Comme dans Naruto. Tous les fans de Naruto, vous vous calmez bien fort. Comme dans Naruto. C'est l'ermite panette, le mec. C'est ça. Donc quoi, tu vois, ça a inspiré les histoires un peu partout. Donc, le jeune homme, Yoshikado, prend le rouleau, il retourne expressément voir sa sœur, il lui raconte tout et il lui montre le rouleau. Et elle, vu qu'elle sait lire, elle le prend, elle commence à étudier le contenu. Même à l'étudier beaucoup, jusqu'à maîtriser totalement la magie qui est à l'intérieur. Ce qui donne, tada, ceci. Exactement. Et donc, elle change de nom, elle en profite pour changer de nom, et elle devient Takihasha Hime, la princesse Takihasha. Et elle décide, avec son frère, ils en parlent, de suivre la voie de leur père et surtout se venger et renverser l'empereur. Normal. Ils y vont sérieusement. Voilà. Alors, Takihasha, on la représente, comme vous voyez donc, sur l'image qui est là, comme une jeune femme, pas forcément hyper jolie, mais assez jolie, qui a des attributs à la fois mystiques et à la fois de guerrier, et qui chevauche parfois une grenouille pour représenter la magie de la grenouille. Vous voyez les attributs mystiques là sur cette illustration, ce sont les petites bougies qu'elle a sur la tête, et là, les attributs guerriers, je ne vais pas vous expliquer, vous voyez le magnifique katana qu'elle a. Hein? Et le tourbillon, oui, c'est clairement. Alors, le tourbillon, c'est à la fois une représentation de sa magie, mais c'est aussi l'esprit de son père. De son père? De son père, oui, qui, justement, comme tu l'as vu, maîtrisait un peu les tempêtes et tout comme ça. Donc, du coup, était souvent représenté par un tourbillon noir. Alors, ils retournent à la forteresse de leur père. Il y a Kuro qui nous dit qu'il veut un film sur l'histoire de ce père et de cette fille, quoi. Est-ce que tu as une idée de ça? Existe, Ah, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a des films, je crois qu'il y a même des dramas. J'en ai pas là en tête, mais je lui trouverai ça et je lui posterai ça. Donc, dans la province de Shimosa, ils rassemblent quelques soldats qui ont survécu à la vengeance de l'empereur et qui sont restés fidèles à leur père. Bon, ça fait pas très lourd, mais ça fait déjà quelques hommes. Et pour consolider leur armée, il y a Takihasha qui utilise ses pouvoirs, elle invoque des yokai et elle leur fait rejoindre des yokai qui étaient dans la région à sa cause. Donc elle fait une sorte d'armée surnaturelle. Ok. Alors, ça commence à faire un petit peu du barouf, tout ça. Et il y a un gars qui s'appelle Oya Notaro Mitsukini, qui est un guerrier et qui entend des rumeurs comme de ce qui se passe du côté de Soma. Il décide de voir sur place pour être sûr que ça lui paraît un petit peu incroyable, tu vois, une armée de yokai, tout ça. Oui. Donc il arrive en ville, et Takihasha Hime, qui est au courant de son arrivée, se déguise en prostituée. D'accord. Et va essayer de le séduire. Mais Mitsukuni, il n'est pas bête. Tu vois, il sent qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Il a des doutes sur l'identité de cette fameuse prostituée. Donc, histoire de voir si c'est bien celle à qui il pense sans trop se griller, il lui raconte, en fait, il lui dit, je vais te raconter une histoire. Et il lui raconte en détail la mort de Taira no Masakado. La mort de et son il père. ne met aucun des détails. Il raconte tous les détails les plus croustillants, les plus horribles. Et il insiste. Ouais, pour la faire réagir, quoi. Exactement. Et ça ne manque pas.
Takihacha Hime, elle n'arrive pas à contenir son émotion, elle commence à fondre en larmes et elle part en fondant en larmes. Lui, il est plutôt content, il dit bon ben voilà, je sais à qui j'ai affaire, ok, je vois ce qui se passe, je vais essayer d'intervenir. Je ne sais pas, c'est qu'elle a de la suite dans les idées, Takihacha. Plus tard dans la nuit, elle lui tend une embuscade et elle lui lâche dessus une armée de yokai, enfin une grosse bande de yokai, dont un gacha d'Okuro qui fait la taille du château. Donc le gacha d'Okuro, sans vous le gacha d'Okuro, c'est ceci. Squelette géant. Et donc, alors, est-ce que tu peux montrer l'autre illustration que je t'ai envoyée, s'il te plaît? Sur laquelle? Sur la demoiselle? Sur le gacha d'Okuro? Sur le gacha d'Okuro, la grande. Parce qu'il y a la demoiselle, en fait, il y a toute l'illustration de la scène. Mais la robe ne bouge donc pas. Continue à... Non, mais vas-y, continue ton histoire, je te chope ça de suite. Ça, ouais. Donc, du coup, le gars se fait attaquer. L'histoire ne dit pas s'il y survit, je ne pense pas. Oui, il y a pas de chance. On ne sait pas si elle a réussi à renverser le Japon. Apparemment, non, vu qu'une armée de yokai, ça ne renverse pas le Japon. C'est surtout que ça passe pas inaperçu, on le saurait, quoi. C'est ça. Par contre, il y a eu 2 effets à la rébellion de Takihacha Hime. C'est qu'aujourd'hui, autour de la tombe de Tayana no Masakado, qui est située à Kubizuka, il y a plein de statues de grenouilles qui décorent la tombe. Et ce, pour 2 raisons. Une des raisons, c'est parce que le mot japonais pour grenouille, kaeru, c'est homophone, du verbe kaeru, qui veut dire retourner, revenir. Et en fait, c'est une manière qu'ont trouvé les fidèles de Masakado pour exprimer leur désir que la tête de leur chef revienne dans sa ville natale et rejoigne son corps. Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est une manière de dire rendez-nous la tête. Et arrêter, comme ça va le calmer, ça va l'apaiser, et il va arrêter de créer des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des trucs comme ça. Et ça représente également la magie de la grenouille de sa fille. Et oui, donc voilà, merci pour l'illustration. Je t'en prie. Donc vous voyez à l'extrême gauche de l'écran, la fameuse princesse qui est en train d'invoquer l'armée de yokai avec le parchemin qu'elle a dans la main. Vous voyez le guerrier en bas, apparemment accompagné, vu qu'ils sont 2. Et vous voyez le fameux gacha d'Okuro, l'immense gacha d'Okuro, qui va leur broyer la nuque quelque part. Et cette illustration est assez célèbre. C'est une des plus célèbres des ukiyo-e qui existent. Au niveau de la vague de Hokusai, on est à peu près à 95% d'une vague de Hokusai au niveau popularité. Oui, tout le monde l'a vu celle-là. Il y en a des t-shirts. Et généralement, quand de l'estampe japonaise finit sur un t-shirt chez Zara, c'est qu'on a atteint un level de connaissance assez fatas. C'est exactement ça. Donc voilà pour l'histoire de cette jeune princesse grenouille. Et je préfère cette version à celle de Disney quelque part. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, celle-là est vachement plus excitante. Mais ça manque un peu de fin, je trouve, en revanche. Tu vois, c'est con, mais c'est le genre de personnage où j'aimerais que ça gagne, qu'il se passe quelque chose et tout, où tu as envie qu'il reconquiert le Japon et tout. Mais... Alors là, les gens s'arrêtent brutalement, c'est un peu dommage. Je suis assez d'accord avec toi. Mais souvent, c'est comme ça. On a beaucoup de légendes japonaises où tu as l'impression que ça se passe, et d'un coup, genre, ça s'arrête. Et tu sais pas pourquoi. Genre, juste boum, ça tombe, quoi. Je le connais, ce yokai, il est impressionnant. Ouais, le gacha d'Okuro, c'est un yokai super connu, et puis c'est vraiment une grosse bestiole, quoi. Ça tombe bien, on va en parler dans pas longtemps. Ça tombe bien, c'est le prochain que l'ami Tenchi a choisi. Donc du coup, vous allez en avoir en long, en large et en travers. Moi, en attendant, je vais vous parler d'acteurs. D'un acteur raté, devenu incroyablement célèbre. Son nom, Koada Koeiji. Alors, Koada Koeiji... parler de Kev Adams. Oui, bah évidemment. Espèce de désagréable, voyons. Hello Mirror, désolé du retard, j'avais pas ma watch. Ouh, elle est bien celle-là, Advan, mon petit Mirror. Ça passe tout à fait, on valide grave. Donc, le gacha, on a Kuroai qui dit ce gacha d'Okuro a brisé le mur de 50 mètres, a envahi les villes. Ah non, pardon, je confonds avec AOT. Exactement. Il a un peu plus de peau dans. C'est ça, il est un peu plus épais dans AOT. Donc du coup, je préfère AOT le bord de la caméra. Nani. Donc du coup, Koada Koeiji.
Koada Koeiji, c'est un acteur avant tout qui est devenu un yokai extrêmement célèbre, comme souvent d'ailleurs dans les légendes japonaises. Et donc du coup, ce monsieur, qui est-ce? Eh ben, ça se passe pendant la période où... alors je suis tombé là-dessus, je savais pas, mais apparemment il y a des périodes de l'ère du Japon où pour donner des références plutôt que des dates, on donne des noms de personnes célèbres qui ont vécu. Et donc du coup, c'est la période où Ishikawa Danjuro, le deuxième, régnait en maître comme acteur le plus connu de tout l'archipel du Japon. Ouais. Ça fonctionne un petit peu, tu sais, comme les airs, l'ère Meiji, l'ère Edo, Ouais, l'ère tout ça. Pour les acteurs, on fonctionne comme ça aussi avec les empereurs. C'est quand il y a un acteur qui est superstar, on parle de son ère du moment où il a exercé, en fait. Et on se situe vis-à-vis de ça. bah donc du coup, l'ère pendant laquelle il a exercé, c'est l'ère d'Ishikawa Danjuro, le second, parce que son père, donc le premier, était aussi un acteur extrêmement connu. Sauf que le problème de Koada Koeiji, c'est que c'est une planche. Il joue incroyablement mal, et en plus de jouer incroyablement mal, il est vilain comme c'est pas permis. Il a les cheveux filasses et gras. Il a la peau blanche, presque translucide, tellement ça va pas. Et dès le moindre rayon de soleil, ça le fait cloquer comme si jamais il avait la peau qui était en décomposition. Bref, il est horrible. Sauf que bah, il a du bol. Dans sa troupe de théâtre, le manager de la troupe de théâtre, Unagi Tarobe, a vraiment pitié de lui. C'est un mec qu'il adore, il le trouve gentil, drôle, passionné. Mais le problème, c'est qu'il sait pas jouer, quoi. Et il ose pas lui dire, tu sais pas jouer. Donc du coup, bah, le manager, entre guillemets, il continue à travailler comme un dingue pour essayer de lui trouver un rôle. Jusqu'au jour où le mec a une idée de génie, il se dit, attends, mais regarde, toi, t'es blanc comme un linge. T'as une peau qui est dans un état tellement horrible qu'on a l'impression que tu pourrais être en train de te décomposer. T'as les cheveux, où il y a des endroits t'en as, des endroits t'en as pas. Concrètement, Je connais un mec qui s'appelle Romero. Il va faire un c'est film. ça. Je vais Et te le tu vas présenter. kiffer. Marche lentement en tendant les bras, ça va passer crème. Mais c'est exactement ça. Ils lui ont dit, écoute, joue en fantôme. Et il s'est dit, putain, pourquoi pas? Et donc voici Koeiji qui se met à fond dans le truc, mais vraiment à fond, parce qu'il se dit c'est ma dernière chance de devenir acteur, je veux tout miser là-dessus, c'est hors de question que je loupe à fond. Il s'exerce à travailler sa voix pour essayer d'avoir une voix d'outre-tombe qui fasse très résonance, etc. Il n'arrête pas de faire des allers-retours à la morgue pour étudier les rigidités des cadavres, quelles sont les articulations qui plient, qui ne plient plus, etc. Il s'entraîne pendant des heures à marcher pour qu'on ait l'impression, avec une grande toge, pour qu'on ait l'impression qu'il flotte en fait, qu'on ne voit pas de mouvement de jambes mais que juste il flotte comme ça. Il travaille ses expressions faciales pour voir comment les muscles tombent, etc. Bref, il devient le fantôme du Japon. Et il a la palme d'or du meilleur fantôme, quoi. Et le prix du meilleur maquillage est... Ah non, c'est naturel, c'est exactement ça. Le mec est en mode full life comme ça, quoi. Donc du coup, il devient connu. Et on l'envoie dans la campagne parce qu'on se dit, la campagne, ils sont moins chiants qu'à Edo au niveau qualité, on va tenter. Sauf qu'à la campagne, il fait un tabac, mais de ouf. Tout le monde est fan de ses pièces, tout le monde en redemande, et il commence à bien gagner sa vie. Qui dit bien gagner sa vie, c'est-à-dire qu'il y a une demoiselle qui est prête à passer par-dessus sa laideur, et qu'il épouse. Cette demoiselle s'appelle Otsuka. Ils vivent tous les deux très heureux pendant quelques années. Sauf que, bah, à un moment, Otsuka, bah, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, bah, elle tombe amoureuse du joueur de taiko de la troupe. Et elle se dit, il faut que je quitte mon mari. Sauf que quitter mon mari, ça veut dire perdre ma belle maison, perdre la rente, alors que c'est quand même un acteur super connu. C'est quand même pas désagréable d'avoir tout ça, alors que le joueur de taiko, bah, à part qu'il soit beau et que je l'aime, il a pas beaucoup de thunes, donc faut que je vois, quoi. Donc, du coup, la demoiselle, elle en parle avec son joueur de taiko, mais ça en est arrivé à un point, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il partait jouer à la campagne, Koeiji, eh ben, le joueur de taiko, il venait s'installer chez lui et il agissait comme le maître de maison pendant des mois, quoi. Donc du coup, c'était vraiment la relation établie et Koeiji, en fait, c'est juste quand il revenait que que Danjuro, donc l'amant, se cassait, quoi. Donc du coup, Koeiji continue ses allers-retours, etc. Et Otsuka, elle décide qu'il faut vraiment qu'elle s'en débarrasse. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit que bah, elle va l'assassiner, quoi. Tout simplement parce que pourquoi s'embasser, quoi? Pourquoi s'embêter? Et donc, du coup, Otsuka, sa femme, demande à Sakuro, son amant, de tuer Koeiji, son mari. Donc, du coup,
Koeiji, là, à cette époque-là, il est dans la campagne, il se produit vers Asaka, donc c'est la préfecture de Fukushima aujourd'hui, et il joue là-bas. Donc du coup, Sakuro, il se dit, ok, très bien, je vais aller tuer mon rival. Il y va, il appelle son frère quand même sur le chemin, qui est un grand bandit, et il se rend pour rejoindre Koeiji. Il arrive sur scène, il dit, hey, Koeiji, je sais que tu fais pas mal de représentations dans ce coin-là, je me suis dit que ça serait peut-être sympa que tu aies un joueur de taiko derrière pour venir et tout, et vu qu'ils viennent tous de la même troupe, Koeiji, il voit que du feu, il se dit, bah absolument, putain, c'est génial, tant mieux, merci d'être venu, c'est super cool, etc. Ils font la représentation pendant 3 jours, 4 jours, c'est un carton absolu au point qu'il y a un noble qui donne directement 5 ryos d'or à Koeiji, ce qui est une somme incroyable pour l'époque. Genre, c'est le pourboire du Tu peux siècle, quoi. t'acheter une baraque avec 5 Rio d'or, hein. Facile. C'est quoi? Tu peux t'acheter une baraque avec 5 Rio d'or, Voilà. facile. Donc le mec, c'est pas un pourboire, c'est une rente, quoi. Le mec, il lui a donné de quoi vivre des années. Donc du coup, il se dit, bah écoute, parfait. Et le lendemain, il pleut des cordes. Donc la représentation est annulée. Donc du coup, Sakuro propose à Koeiji d'aller pêcher les grenouilles dans le marais à côté parce que les grenouilles, ça sort en temps de pluie et que c'est quand même super bon. Koeiji, il y va sans aucune hésitation. Et là, Sakuro lui met un coup de bâton derrière la tronche et le noie dans le marais. Il le noie. C'est bon, il est bien mort. Il le sort de l'eau. Ça, c'est le plus beau quand même. Il le cloue à une planche et il le fait jeter sur l'eau en se disant vas-y, ça va dériver, ça va partir et tout ira bien. Il repart et il arrive dans la grotte où est caché son frère et il lui dit ça y est, c'est fait. Sauf que son frère lui dit ton invité est arrivé, mec. Il est dans la pièce à côté. Donc du coup, Sakuro, il comprend pas tôt. Il passe dans la pièce d'à côté et dans la pièce d'à côté, sur qui il tombe? Sur Koeiji. Mais mort, sur le sol. En mode mort, qui bouge pas et tout, quoi. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait là et tout, et son frère il dit j'en sais rien, quand je suis arrivé il était déjà là. Donc du coup il comprend pas comment le corps est arrivé jusqu'ici, mais bon, il dit de toute façon il est mort, hein. Et du coup il décide de fouiller le cadavre. Il fouille le cadavre et d'un coup il voit que dans la main de Koeiji il y a toujours les 5 ryos d'or. Il se dit putain, j'ai sa femme, maintenant je vais aussi avoir sa thune. Il lui ouvre la main, il tape les pièces, sauf que là d'un coup le cadavre il lui chope le poignet et impossible de s'en débarrasser. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Il a beau se débattre, la main, elle reste collée et ça commence à lui, mais broyer le poignet. Donc du coup, son frère, il réagit, il sort le katana, il décapite le cadavre de Koeiji, mais la main, elle continue à couper, elle continue à serrer le poing, elle continue à serrer le poing. Donc du coup, il coupe le poignet, ça continue à serrer le poing, donc il va aller lui trancher chaque doigt un à un pour pouvoir enfin libérer la main de son frère. Les doigts tombent par terre et pourrissent immédiatement. Donc du coup, ils sont paniqués comme jamais. Ils partent en courant. Sakuro, il rentre chez lui. Jeu de main, jeu de vilain, c'est ça. Sakuro, il rentre chez lui en courant. Enfin, chez lui, du coup, chez sa maîtresse, qui va maintenant pouvoir épouser. Il rentre chez lui. Et quand il arrive, il voit Otsuka. Il dit oh putain, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai buté ton mari, mais il m'a attrapé la main. C'est l'enfer et tout. Je sais pas quoi faire. Et t'as Otsuka qui lui dit mais qu'est-ce que t'as pas buté mon mari? Il vient de rentrer à la maison, mec. Il est là. Je me demandais ce que t'avais foutu, moi. Et il se repose derrière, dans la chambre, derrière le pavillon. Donc, Sakuro, il comprend pas. Il rentre dans la chambre. Et effectivement, il voit que derrière le petit mur coulissant, il y a quelqu'un qui dort par terre, quoi. Donc, il se dit, écoute, qu'à cela ne tienne, si je ne l'ai pas buté la dernière fois, je le buterai cette fois-ci. Il essaye d'ouvrir le paravent, et impossible. Il y a un truc qui coince. Il a beau forcer, ça s'ouvre pas. Donc, il met un coup de katana à travers le truc en papier. Et là, encore une fois, il y a une main qui tombe par terre. Et les doigts pourrissent instantanément. Donc du coup, il commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et il y a une odeur nauséabonde de mort qui se met à flotter partout dans la pièce. Ça sent le cadavre. Il ouvre le paravent et en fait, il n'y avait personne. Rien. Donc il comprend pas. Mais bon, ils se disent que s'il n'est pas là, il n'est pas là. Otsuka, elle plie l'affaire en 2 secondes. Elle se dit, écoute, je vais enterrer mon mari, enfin faire une cérémonie, et on se marie dans la foulée. Ils se marient. Ils vivent en tant que mari et femme. Une demi-année se passe, aucun problème. La vie est belle. Sauf qu'une nuit, il y a Sakuro qui se réveille et il réalise qu'il y a un homme entre lui et Otsuka. Donc il se lève, il attrape son katana, il se retourne et en fait, il n'y a plus personne. Et là, du coup, il se met un petit peu à gamberger en se disant l'autre, là,
avant d'être avec moi, elle était quand même avec son mari et elle l'a trompé avec moi. Donc autant elle est en train de me faire cocu. Donc le mec commence à devenir bien psychopathe. Il va boire un coup avec des potes à la taverne, il rentre et le soir il voit un mec qui monte par la fenêtre dans la chambre de sa femme. Donc il comprend pas, ça l'énerve, il prend son épée, il monte au courant au premier, euh, au premier étage et il va pour mettre un coup de katana dans le lit, dans la forme qu'il y a dans le lit, et sauf que d'un coup, pile à ce moment-là, il a du bol, sa femme se réveille, voit le katana, elle met la main, et chla, elle se fait trancher les 5 doigts qui tombent au sol et qui pourrissent immédiatement aussi. Et ça sent la mort dans toute la maison encore une fois, le cadavre, genre absolument partout, ça sent la mort et l'angoisse. Et là d'un coup, venant enfin, de l'éther, quoi, du ciel, on entend juste un rire, mais démoniaque comme jamais, un rire de théâtre japonais, tu vois, le vrai rire surjoué, et c'est la voix de Koichi. Et là, Otsuka, il perd la tête complètement. Chaque nuit, il y a le fantôme qui revient le hanter, c'est sa hantise. Chaque matin, il le voit. Chaque soir, il le voit. Il n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et, euh, et la folie. Euh, en fait, il était tellement doué en tant que fantôme, Koichi, que c'était impossible de savoir si c'était vraiment un fantôme ou si jamais c'était lui qui était pas mort, quoi. Donc du coup, tout le monde se met à paniquer et le mec devient complètement fou. Et Otsuka, sa femme, vrille complètement. Les traitements pour la soigner ruinent la famille. Et Sakuro, il se retrouve sans un centime. Il lui reste plus qu'une pièce, plus qu'un des rios d'or qu'il a volé. Et il décide de les utiliser pour faire des belles funérailles à sa femme et à Koichi pour histoire d'être enfin tranquille, d'avoir la paix. Il les donne à un prêtre, sauf que pas de bol, le prêtre c'est un escroc, il s'est barré avec sa pièce. Donc du coup l'autre, il se reste plus rien, plus de maison, plus d'argent, plus de femme. La caboche qui part totalement en vrille. Et il vire doucement dans la folie, dans la folie, dans la folie, jusqu'au jour où ses voisins le voient dans la rue en train de mendier. Ils disent, écoute, viens passer la nuit à la maison, ça te fera du bien. Et quand ils l'entendent toute la nuit délirer, crier le nom de Koichi, crier le nom de Koichi, et le lendemain, ils le retrouvent mort, avec le corps qui porte tous les stigmates de la noyade, alors qu'il était chez lui. Et quelques plans plus tard, t'as le grand acteur Ishikawa Danjuro II, donc celui qui a donné le nom à l'ère de cette époque, qui entend parler du meurtre, qui entend parler de l'histoire, et il décide de payer un service en l'honneur de Koichi. Et quand il est devant la tombe de Koichi, il lui dit, en gros, que Koichi, il n'y a jamais eu meilleur fantôme que toi. Même moi, le grand Danjuro, je le reconnais, personne ne sera jamais aussi bon que toi. Et c'est l'image que vous avez juste en dessous, c'est Danjuro qui rend hommage à Koichi, et Koichi qui, entendant enfin cette phrase et étant enfin reconnu comme un grand acteur, est apaisé et s'envole vers le paradis. Et j'aime beaucoup cette morale de fin plutôt jolie, en mode où le mec il s'éveille et tout va bien, quoi. Il y a beaucoup de katanas sortis, oui Hélène, mais en même temps c'est le Japon, hein. Oui. Ah oui, il y en a un sur le chat. Attends, c'est qui a dit ça? C'est Hélène, oui, bah, Hélène Ferredier qui dit que c'est pour ça qu'ils ont été interdits au 19e siècle. Et pas totalement. Je pas trop pour ça. C'est juste parce qu'à ce moment-là, le Japon voulait donner une image de pays moderne, enfin surtout l'empereur, et qu'il était en lutte avec les. Enfin, vous avez toujours vu le dernier des samouraïs, machin, tout cette grosse connerie, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, l'idée c'était de faire interdire les katanas, tout simplement pour interdire les duels, pour éviter de donner l'idée, l'impression aux étrangers qui s'installaient de plus en plus sur le Japon que c'était un pays de sauvages, encore pire que le Far West. Oui. C'était plus dans l'idée de donner une bonne image que de vraiment éviter que les gens se tapent dessus, parce que ça, on s'en moquait un petit peu. Par contre, ça a eu un gros problème, c'est que justement, les samouraïs ont vraiment vécu ça comme une émasculation. Une offrande, comme une offense, ouais, une offense, ouais. Ouais. Parce que c'était un privilège. C'est comme pour avoir le c'était... droit de porter une épée à la cour de France, c'était pareil, c'était un grand privilège. Le samouraï, son sabre, c'est un privilège, c'est symbole de son titre, autant que sa petite queue, quoi. Et en fait, l'empereur a essayé de faire passer ça, ça a plus ou moins bien marché, en disant « Je ne veux pas que vous abandonniez vos katanas, je veux que vous remplaciez vos katanas par des attachés case, que vous deveniez des hommes d'affaires. » Et voilà, ça fait plus ou moins passer la pilule, enfin,
pas pour tout le monde, mais bon, Ouais. bref, ils s'en sont sortis comme ça. Il y a Mirror qui en fait une très belle, je trouve, qui dit: Est-ce que le Shifumi, du coup, a été inventé par les Japonais pour éviter que les duels finissent dans le sang? Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Le Shifumi, c'est l'entraînement. C'est ça. C'est aussi pour Shifumi, donner une fondamentalement, image moderne à l'Occident. Bah ouais, quoi là, mais ça, chaque société avance à son rythme, mais c'est bien dommage, effectivement. Mon petit PA, il est 21h. Je te propose du coup d'en choisir un dernier si tu le peux. ah, faut que j'en choisisse un dernier. Ah, on est déjà au bout. Ouais, on est déjà à la bourre, ouais. Ah la vache, tu m'en as fait préparer tellement. Ce que je te propose, c'est qu'on finisse sur le gacha de Colo parce que les Tengu, c'est C'est par volumineux. paire. C'est Ouais, très, très volumineux. ok, Je pense qu'on peut se les garder de côté pour plus tard. carrément. Euh, donc, je vais vous parler du gacha de Colo, donc du crâne clac-clac. Oui, parce que gacha. Alors, est-ce que vous connaissez les machines qui s'appellent les gachapon? Ouais. Bah, l'onomatopée de gacha, en fait, c'est l'onomatopée du bruit de claquement du mécanisme. Ah, ok. Et ça vient justement d'un claquement assez sec. Et du coup, le gacha dokulo signifiant crâne, bah, c'est en fait le fait que c'est d'un squelette qui, quand il se déplace, bah, ça fait des claquements secs, du bruit des os qui Oui, s'entrechoquent. comme dans les vieux Donc, dessins animés. c'est ça, c'est le crâne clac-clac. Après, il y en a qui Bon, traduisent ça juste par avant que tu crâne. te lances, mon petit PA, dans le chat, on nous dit bah, il va falloir faire une partie 2 avec PA, hein, ou Hughes, va falloir faire une nouvelle émission avec PA, hein, et ben on va se pas te plaindre, il va falloir recommencer. Donc, du coup, bah écoutez, moi, ça, si le PA il est chaud de s'en refaire une, on peut toujours se la poursuivre une autre On fois. vous garde les Tengu bien au chaud. On Exactement. verra ça avec Hughes, comment on peut s'organiser ça. Sachant que bientôt arrive le grand, l'unique, le Japan Expo. Exactement. Donc on risque de se croiser. Donc, Ouais, ça donc. serait cool qu'on se les fasse dans le même studio d'ailleurs, qu'on profite de ça pour se le faire ensemble au studio, ça serait quand même vachement mieux. On va voir, on va y On réfléchir. va, on va y réfléchir, mais voilà, c'est dans les tuyaux, vous en faites pas. Du coup, on va y penser. On en veut plus, on en veut plus. Encore, vous en faites pas. Si jamais vous en réclamez plus, vous en aurez toujours plus. Donc, du Je coup, mon vous petit écoute. PA, le gacha d'Okuro. Oui, qu'on appelle aussi le crâne affamé, mais j'aime pas cette traduction parce qu'elle n'est pas tout à fait représentative. Elle est plus sur l'attitude du yokai que vraiment sa traduction littérale. Enfin bon, bref, c'est un squelette dont la taille est variable. Ça peut aller très grand, jusqu'à 15 fois la taille d'un humain normal. Ok. Et en fait, ils sont constitués de l'accumulation des rancunes et des mauvais sentiments qu'ont les gens qui sont morts, seuls, isolés, parfois assassinés, et surtout dont personne ne fête leur mémoire, en fait, qui n'ont pas eu le droit à un service funèbre digne de ce nom. Ok, donc le gacha d'Okuro, en fait, c'est pas le yokai d'une personne. Ça peut être le yokai d'une personne, mais à ce moment-là, il garde une taille humaine Ok. normale, ou ça peut être l'accumulation des rancunes de plusieurs personnes, et c'est pour ça qu'il grandit, et qu'il peut atteindre des tailles pas possibles. Par exemple, sur les lieux de champ de bataille, où il y a plein de soldats qui sont morts au charnier, c'est un terrain propice pour trouver un Oui. gros gacha de colo, en fait. Voilà. Et comme les coins champignons. Ok, c'est là que Euh, ça pousse. donc, les sentiments négatifs du mort s'accumulent et cherchent à attirer l'attention des vivants, soit pour s'en venger, soit tout simplement pour s'en nourrir. Bah oui, parce qu'il faut, Ok, bien, oui, il on a faut beau bien être un manger. squelette, faut bien manger. Donc, la légende, ça varie sur le nombre d'âmes qui constituent ce yokai. On dit qu'une seule personne, ça peut fonctionner, comme je te disais. Ça peut monter jusqu'à 100 personnes pour faire le plus grand. Mhm. Mais bon, voilà, c'est très variable en fonction des régions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après minuit, le gacha d'Okuro apparaît. Il a la capacité de se rendre invisible. Donc, Ok. soit il peut se montrer, soit il ne peut pas se montrer. Tu peux juste l'entendre. Il tourne autour des lieux de sa mort. Et quand il y a un passant qui passe à proximité, un passant qui passe, désolé pour le pléonasme, il va d'abord entendre un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Ok. Tu sais, comme juste avant que tu changes de pression, tu sais, quand tu prends l'avion, un truc Ouais, comme alors. ça. Ouais. Puis, il va commencer à entendre le fameux claquement des os qui se rapprochent, inexorablement. Et au final, le gacha d'Okuro va se rendre visible. Donc, il va voir le squelette géant qui va s'approcher de lui d'un pas lourd, et en clac, 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 clac. Et généralement, c'est à ce moment-là que tu souilles tes vêtements. C'est à peu près à ce niveau-là, quoi. Oui, généralement, là, tu claques un peu les dents. C'est ça. Alors, on dit que le gacha d'Okuro, il essaye des fois de mordre la tête des humains, parce que c'est un endroit qui saigne énormément. Ouais.
et ça leur permet de se nourrir du sang qui va couler. En En mode fait. genre bonbon pèse. Exactement, c'est ouais, croquer la tête. Alors des fois Ok. c'est juste pour faire une blessure, pour que ça saigne, ou des fois tout simplement bah, tu gobes la tête, ils arrachent la tête d'un Décapsuleur, coup de quoi. main. Comme une pompote, en Exactement. fait. Alors je sais pas s'ils aspirent les entrailles, mais ça pourrait être très rigolo. T'as Mirror qui imagine la scène en mode tu marches avec ton pote dans un lieu comme ça et tu fais genre t'as froid que tu claques des dents? Non, c'est pas moi. Donc, Fuck. alors on dit que justement les sentiments négatifs qui empruntent les gâchettes de Dokuro, ça les rend avides de revanche, ça les Ouais, aveugle un peu, ça leur donne une haine aveugle. coucou Elliot. Et on dit que c'est un peu des rageux en fait. Ben, pas forcément. Pas forcément. Pour preuve, cette histoire qui est tirée d'un livre qui s'appelle Les étranges phénomènes spirituels du Japon. Alors, c'est un livre, n'allez pas imaginer un livre relié à la Gutenberg. Hein. C'est un livre qui date de 822 après Jésus-Christ. Oui, Donc, on est, voilà, on est on un est petit sur peu du loin. parchemin écrit à la plume, quoi. C'est ça, du gros rouleau. Voilà. Euh, donc, ça se passe à la fin du mois de décembre, justement, claquage de dents, tout ça, en 778. C'est dans un petit hameau qui s'appelle. 778? Ah, Camio était déjà né, ouais. C'est ça, Ouais. je pense. Il avait déjà 45 ans. Euh, donc, c'est près d'un hameau près du mont Oyama, dans le territoire d'Ashida. C'est le département actuel de Oroshima. Pas Hiroshima, attention, Mhm. Oroshima. Donc, il y a un gars qui était parti au marché pour faire ses courses du Nouvel An. Mhm. La route est un peu longue, la nuit finit par tomber alors qu'il n'est pas encore arrivé à destination. Donc, il décide de camper pour la nuit et il s'arrête dans un champ de bambou du côté d'Ashida. Donc, il se pose, il commence à dormir et il est réveillé par une espèce de gémissement un peu dans le lointain qui dit j'ai mal à l'œil, tout simplement. Ok. Et ça se répète un petit peu. Donc, ça l'empêche un peu de dormir pendant une petite heure, mais pas plus que ça. Il finit par s'endormir et à l'aube, bah, il cherche d'où est venu ce gémissement, Ouais. parce que dans la nuit, ça sert à rien de chercher. Voilà. Donc il essaie de trouver quelqu'un et il trouve, pas très loin de lui, un crâne dont l'œil est transpercé par une pousse de bambou. Le bambou a poussé à cet endroit-là, il lui Ouais. passe à travers l'œil. Donc il enlève la pousse de bambou, il prend le crâne, il fait un hôtel basique, il prend un peu de riz qu'il avait dans ses réserves pour Pour le faire une petite voyage. offrande. Exactement, il lui fait une petite offrande, il fait sa petite prière, et là le crâne commence à lui parler. Tout va Et le bien. crâne lui raconte son histoire. Il dit j'ai été assassiné par mon oncle dans ce champ, j'ai été abandonné, j'ai commencé à me décomposer, mes os ont séché, je suis devenu juste un crâne. Et avec le temps, il y a un bambou qui a commencé à me poser dans l'œil. Je vous remercie de l'avoir enlevé, ça a commencé à me faire très mal. Tu m'étonnes. Voilà. Et donc, pour vous remercier, le crâne est plutôt sympa, il l'invite chez ses parents pour le jour de l'an. Le Il dit crâne? voilà, à la fin du mois, ouais, à la fin du mois, allez, il lui donne l'adresse, il lui donne Ah, l'endroit, ok. il dit allez chez mes parents. Oui, 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 Ouais. voilà. Moi, je voyais le Pas crâne, tu invité chez disais mes viens, on y parents. va. Tu fais what? Il lui dit allez-y, on vous y attendra. Donc le gars va faire ses courses de Noël, arrive proximité du jour de l'an, donc il commence à aller chez les parents du crâne. Et avant d'arriver à la maison, il voit le crâne sur la route, genre à quelques mètres de la maison, qui l'attend. Et il l'accueille chez ses parents. Il le fait rentrer, donc il flotte dans les airs. Ok. Il lui offre à manger, il lui offre de l'argent, et il finit par disparaître. Et le gars se retrouve tout seul dans la maison, Ok. parce que les parents n'étaient pas présents. Donc il se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas Ouais. chez moi, voilà. Et là, juste à ce moment-là, il y a les parents qui rentrent. Donc il trouve le gars chez lui. Qu'est-ce que vous faites là? Il est en train de manger et tout. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites qui se dans la passe? maison, ouais? Vous êtes un cambrioleur? Donc le gars raconte l'histoire et donc leur donne la vérité sur la mort de leur fils. Donc les parents le croient déjà. C'est C'est quand même beau. là, à ce moment-là, les mecs sont quand même super sympas. Ouais. Et
Non, vont mais je vous explique, justement. si je suis là dans vos caleçons en train de boire ton café et de manger ta bouffe, mamie, c'est parce que bah, ton fils, son crâne m'a amené jusqu'ici. Et d'ailleurs, c'est ton frère qui l'a buté. Tu vois. Ah oui, seems legit. Ça passe. Et en fait, ce qui aide un peu à appuyer l'histoire, c'est que le gars explique qu'il connaît le nom de la personne, il sait à l'endroit où il est mort, voilà, Ouais, il leur donne pas mal d'éléments. Et donc, du coup, ça mène à l'arrestation de l'assassin, parce que du coup, il retrouve les restes hop, du corps. ouais. Et c'est ce qui clôture l'histoire. Alors, au niveau des capacités, comme je vous l'ai dit, le gacha d'Okuro, ça, comme vous voyez, c'est pas toujours agressif. Des fois, ça sert juste, en fait, ça veut juste que justice soit Bah, faite et il qu'il aurait pu être soit. agressif si l'autre avait shooté dans le crâne ou un truc comme ça. C'est juste que là, le mec s'est Oui, ou extrêmement bien comporté avec. s'il avait retourné son nom, oui, le mec a été super sympa, c'est clair. Et donc, ils ont ce pouvoir d'invisibilité et ils se servent de cette capacité pour un peu surprendre les voyageurs dans la campagne. Il a la réputation d'être indestructible. Ok. C'est-à-dire que tu peux l'attaquer tant que tu veux, il reviendra. La seule manière de s'en débarrasser, c'est une sorte d'exorcisme, un charme d'un prêtre shinto. Mais pas Joe, le prêtre shinto, qui a Oui, été pas le mec improvisé du il y a. coin. Voilà, il faut quelqu'un qui ait pas mal de puissance, pas mal de bouteilles. Alors, ce qui est bien, c'est que le gacha d'Okuro, même si vous ne connaissez pas le nom, vous le connaissez un peu tous, parce que c'est un peu une des superstars des yokai, et ça apparaît dans énormément d'œuvres, que ce soit films, Ouais. bouquins, jeux vidéo. C'est comme le Euh, Manikineko ou le Kitsune, on a tous entendu parler, quoi. c'est exactement ça. On a vu l'estampe tout à l'heure qu'on nous a montré. On a, par exemple, moi, j'ai dans mes souvenirs le gacha de Polo, on le voit apparaître dans Castlevania, Ouais. dans Zelda Majora's Mask, dans Shin Megami Tensei, mais en même temps, Shin Megami Tensei, il y a tous les yokai du monde. Plus récemment dans Nioh, je sais pas si vous l'avez fait. T'as Dragon qui nous dit dans les animés aussi, mais oui. Ah oui, De toute façon, dès que t'as un squelette géant, réfléchis pas, hein. D'achat de cours. dans les animés, moi, je me souviens dans un Ghibli, dans Pompoko, il y est. Il Tout à fait fait. partie de la comment ça s'appelle, du pas d'un défilé, mais de la parade des yokai. Ça Donc aussi, je voilà. vous en Donc ferai un sur la parade des yokai parce que c'est vraiment chouette une fois par an, les 100 yokai qui se rejoignent, qui traversent la ville. En plus, il y a des rouleaux qui nous sont parvenus avec tous les yokai dessinés dessus qui sont absolument magnifiques et qui sont et la parade de yokai, elle est menée par Papy, tête d'outre, qui a une grosse tête en forme de cacahuète dont je vous avais parlé dans le tout premier. Ouais, celui qui a un tel pouvoir de séduction qui s'invite chez toi et que même toi, t'es persuadé que c'est chez lui alors que c'est chez toi, quoi. Et qui est le chef des yokai. alors, il y en a qui nous disent ouais, ouais, dans Shaman King, tout à fait. Ouais. Dans Inu X X beaucoup. Goku, je connais pas. Ouais. Je connais pas ça, tiens. Question sérieuse pour changer. C'est aussi dans cette légende que il y a des bougies flammes autour du crâne qui apparaissent. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas exactement ça. Les bougies et les flammes se représentent les esprits. Donc, vous l'avez qui dans beaucoup de légendes. Vous l'avez vu dans l'illustration du fantôme de l'acteur. Ouais. Donc il n'y a pas forcément, c'est pas forcément lié au crâne. Cette C'est espèce lié de au petit crâne fou quand le follet. crâne représente voilà, les petits flammerolles. Là. C'est lié au crâne quand c'est un seul esprit. Quand c'est un vrai gacha de Kolo composé de beaucoup d'esprits d'une grande taille, tu ne verras pas de flammerolles autour parce que là, c'est devenu un autre niveau de yokai en fait. Il est au stade du dessus, quoi. Il a level up. Voilà. Exactement. Trafal te redemande le nom de celui de Ghibli. Le film. Pompoko. Pardon? Pompoko. Vous Pompoko. savez, Pompoko, avec les tanuki qui ont des grosses couilles. Ok. Ça aide généralement à retenir. Les Tanuki qui ont les grosses couilles, c'est les. Merdes, les. Parce qu'il y a un yokai génial aussi, comme ça, qui a une espèce de ragondin avec des énormes burnes. C'est ça, c'est un Ouais, tanuki en fait. j'adore C'est cela. un raton laveur qui peut se transformer en se posant une feuille sur le front. C'est ça, et qui a des paires de coucougnettes absolument énormissimes. Il y a un nombre d'illustrations comiques avec eux qui sont absolument géniaux, quoi. Ah bah Bon, voilà, Lady Laura. Ah oui. Donc voilà, bah écoute, pour moi du coup on a mis les Tengu de côté, donc bah à toi écoute, pour le on se fait dernier. ça pour le volume 2. Et non, mon petit Tenchi, j'en avais un d'avance sur toi, puisque j'en ai fait deux de suite, en fait, pour te renvoyer la balle. Donc du coup, nous venons de revenir à égalité à 3 yokai partout. Et du coup, déjà, je vais commencer par te dire un gros merci d'avoir bien voulu veiller avec moi pour faire cet épisode, parce que je dois t'avouer que quand j'ai appris que
tu étais un gros fan. Et ben, je me suis dit, putain, faut qu'on se le fasse ensemble. Donc, merci d'avoir accepté aussi vite et de t'être chauffé. Je suis désolé, mais tu t'es un petit peu engagé à un épisode 2, hein, t'as pas trop le choix. Donc, voilà, t'es foutu. Tout le monde est Avec grand témoin. plaisir. Il y a Trafal qui nous dit un J'ai- gros merci, Tenchi. Je sais tes matchs, Petit katana, vainqueur. si jamais je fais pour Oh, les fantômes. oh. Il y a Mirror qui en fait une belle en disant je sais tes matchs, vainqueur, la culture. Elle est belle, Mirror, celle-là je la garde, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirand. Minotaur qui dit un grand merci à vous. Kuro qui dit si vous avez des liens, des livres ou des films sur les yokai, je suis preneur Tenchi Rock, s'il te plaît. Je posterai ça Bah, t'as un en chan, réponse. t'as un chan Ah, qui s'appelle Contes légendes du Japon dans le Discord, tu peux tout poster là. ah bah écoute, parfait. J'allais dire que j'allais poster ça sur Twitter, mais oui, s'il y a un endroit dédié, c'est parfait. T'as tout dans le chat, c'est nickel. T'as le Minotaur, vivement l'épisode prochain. Ariana Poppy, merci. Et surtout, bah, merci à vous tous d'avoir été là. Depuis peu, on a une page YouTube qui a été ouverte et vous êtes déjà beaucoup à aller te mater de la pub gratuite pour pouvoir nous filer un petit coup de main. C'est vraiment adorable. Donc pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous avez 2 minutes et que vous voulez soutenir ce qu'on fait, parce que ça nous aide beaucoup et en plus ça vous demande juste un petit peu de temps et pas de thunes, ce qui je dois vous avouer, on préfère plutôt que de vous taper de la thune, parce que ça c'est plutôt gênant. Donc du coup, merci beaucoup à tous d'avoir suivi l'émission. Tenchi, merci encore. Et du coup, Merci à à toi. très bientôt pour de nouvelles aventures. Eh bien, écoute, je garde ma petite pipe japonaise et je suis à ta disposition. À ciao l'équipe.